Merci d'être avec nous, Christian Cambon, pour cette première demi-heure. Sénateur Les Républicains du Val-de-Marne, vous présidez la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat. On va évidemment revenir sur vos nombreux déplacements, mais d'abord un mot, vous l'avez vu, sur ce qui s'est passé hier en séance et ce grave incident, interruption des questions d'actualité après les propos d'un député du Rassemblement national, Grégoire de Fournas, qu'il retourne en Afrique. C'est ce qu'il a dit, c'est ce que dit le compte-rendu de la séance cette nuit, alors qu'un député de la France Insoumise posait la question sur les bateaux de migrants en Méditerranée. Alors, le député RN dit qu'il parlait du bateau, le député de la France Insoumise s'est senti visé. Quel regard vous portez sur cette séquence ? C'est une séquence lamentable. C'est une séquence lamentable car elle ne sert pas le rôle que le Parlement doit jouer dans ce pays, singulièrement dans les temps que nous connaissons. Et nous assistons à une multiplication à l'Assemblée nationale, singulièrement aux deux extrêmes, de ce genre d'incidents qui met en cause vis-à-vis de l'opinion publique le sérieux des débats parlementaires. Moi, j'invite nos collègues députés, et singulièrement ceux des deux extrêmes... Donc le Rassemblement national et la France insoumise, oui, c'est ça ? Voilà, à regarder la manière dont les débats se passent au Sénat. Il y a des débats, il y a des controverses, il y a des difficultés. Il n'y a jamais de provocation, notamment raciste. Moi, je ne vais pas entrer dans le débat de savoir si l'interjection était singulière ou plurielle. Je dis simplement que nous avons une responsabilité, c'est d'offrir au pays une image de sérieux, de responsabilité. Et ça nuit au Parlement, ce qui se passe à l'Assemblée, pour vous ? Oui, c'est très grave. Et si on veut faire de l'antiparlementarisme, alors là, franchement, on nourrit tout à fait ce courant. Je pense que c'est très dégradant. Et je suis très heureux de siéger au Sénat, car mes collègues députés que je connais, et qui, notamment dans le groupe LR, sont désemparés face à ce climat, trouvent évidemment que le débat n'est pas à la hauteur de ce qu'il doit être. Vous étiez en Corée, on va parler de vos déplacements, on parle du Kurdistan dans quelques instants, mais vous étiez en Corée ces derniers jours, vous êtes revenu, vous venez tout juste de revenir, et depuis quelques jours on observe un brutal regain de tension entre les deux Corées. La Corée du Nord a lancé plusieurs missiles qui ont été tout près des eaux territoriales de Corée du Sud, la Corée du Sud qui a riposté. Est-ce que vous craignez un embrasement ? Il y a manifestement un très grave moment de tension, qui est d'abord assez habituel du fait de la Corée du Nord quand même, qui multiplie les tirs de missiles. Je rappelle que cette fois-ci, un des missiles qui ont été tirés au moment où je quittais la Corée, un des missiles est tombé dans les eaux territoriales quand même de la Corée du Sud. Donc, et j'ai souhaité aller à Panmunjom, c'est-à-dire à la frontière, dans un endroit où la tension est extrême. On voit de toutes parts que le moindre incident peut dégénérer. C'est un des points les plus chauds du monde. Je crois que c'était important qu'au titre de la diplomatie parlementaire, la France, qui parle beaucoup de sa présence dans le monde indo-pacifique, soit présente auprès d'un pays comme la Corée du Sud, qui est un de nos alliés les plus sûrs, qui pratique quand même, dans une région du monde où c'est assez rare, les valeurs de la démocratie, qui respecte la liberté. Et donc, j'ai aussi souhaité que cette partie de ce déplacement, de cette mission, puisse avoir un temps mémoriel en allant à Pusan, m'incliner devant le monument du bataillon français de l'ONU. Nous avons perdu quand même 247 hommes dans cette affaire où plus de 3000 des nôtres étaient partis dans les années 50-53. Et il y a 43 soldats qui sont enterrés là-bas. Moi, je suis très attentif à ça. Ceux qui sont morts en Afghanistan, ceux qui sont morts au Mali, ceux qui sont morts en Corée. Eh bien, il faut qu'on garde leurs souvenirs. Et quand on est de passage dans ces pays, je mets toujours un point d'honneur à aller m'incliner pour qu'on ne les oublie pas. On va parler d'un autre de vos déplacements. C'était il y a plusieurs jours. Vous êtes allé au Kurdistan irakien. Je ne vais que dans les endroits où ça va bien. Oui, on voit ça. On va longuement parler de ce déplacement et des enjeux pour la France dans cette région. Notre journaliste Jonathan Dupriez vous a suivi. Son documentaire sera diffusé demain à 18h. Il nous rejoint pour en parler. Bonjour Jonathan. Bonjour Ariane. Merci d'être là. Et on le disait, vous avez donc suivi Christian Cambon au Kurdistan irakien. Votre reportage intitulé Kurdistan, un territoire à l'épreuve, 26 minutes. Ce sera diffusé demain à 18h. Vous avez donc suivi cette mission de Christian Cambon. Et finalement, Jonathan, on connaît assez peu cette région. Oui, c'est vrai. On ne sait pas très bien ce que c'est le Kurdistan irakien. On en a entendu parler. Mais en fait, c'est déjà à 5000 km de Paris. C'est un territoire en plein cœur du Moyen-Orient. Ce n'est pas un État, même si ça fonctionne presque pareil, avec son économie, son
son armée. En fait, c'est une région qui est rattachée à l'Irak, une région qui a son autonomie depuis 2005, qui compte environ 5 millions d'habitants. Pour la majorité, c'est des musulmans sunnites qui ont leur identité propre, très marquée, une histoire. C'est un peuple, des langues particulières aussi. Et donc ça en fait un territoire atypique. Atypique et stratégique pour la France. Oui, absolument. Et ça fait même 30 ans d'ailleurs que la France et le Kurdistan sont très très liés. La France a par exemple pris des positions très fortes à la fin des années 80 pour la cause kurde face aux persécutions de Saddam Hussein dans la région. Et puis aussi, on peut se dire qu'en France, il y a une très grande diaspora kurde, 300 000 Kurdes en France. À cela s'ajoute aussi sur le plan géopolitique, une région que nous, en tout cas en français, on voit comme une région clé, un verrou stratégique sécuritaire entre la Syrie, la Turquie et l'Iran à l'est. Bref, en tout cas, les liens France-Kurdistan sont ténus et c'est pour ça que les liens diplomatiques le sont tout autant. Et donc, Christian Cambon, vous nous le dites, vous avez fait de la diplomatie parlementaire. En tout cas, dans le reportage, vous l'expliquez très bien, on va regarder. Christian Cambon, président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat de la République française. Le sénateur, coiffé de sa casquette de diplomate, vient porter la voix de la Chambre haute auprès des autorités kurdes. Quand on est président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, on est un peu diplomate sur les bords. C'est vrai qu'on a tout de même le sentiment, au-delà de sa propre personne, de représenter la France et en tous les cas le Parlement français. Christian Cambon ne vient pas ici en franc-tireur. Au Kurdistan, sa voix est alignée sur celle du Quai d'Orsay. La diplomatie parlementaire, ce n'est pas une diplomatie indépendante, c'est celle que conduit le gouvernement, nos ambassadeurs, nos consuls généraux. Et donc les parlementaires sont à leur côté pour les aider dans cette mission. Et je crois que c'est un rôle important. Un rôle important sur un territoire jugé stratégique pour la France. Le Kurdistan est une région autonome de l'Irak depuis 2005 et partage ses frontières avec la Syrie, la Turquie et l'Iran. Ce territoire, épargné par l'invasion américaine de 2003, fait figure de pôle de stabilité au milieu d'une zone troublée. Aux yeux de la France, le Kurdistan est un poste d'observation privilégié sur le Moyen-Orient. Vous le dites, Christian Cambon, quand vous êtes en déplacement comme ça, vous êtes un peu diplomate sur les bords, c'est ce que vous dites. Vous représentez la France. Comment vous travaillez avec le Quai d'Orsay? Quel est le rôle de cette diplomatie parlementaire? Alors, d'abord, ce sont des voyages qui se préparent longtemps à l'avance et qui sont négociés avec nos ambassades et les ambassades de ces pays présentes à Paris. Et le rôle, si vous voulez, la feuille de route que j'ai reçue du président du Sénat, Gérard Larcher, c'est de parler à tout le monde. Donc, c'est pas toujours facile, croyez bien. Mais l'important, c'est effectivement que la France tienne son rang et tienne son rôle, parce que trop souvent, on se limite à faire des déclarations, et il faut que quelque part, on aille relayer l'action du gouvernement. Moi, j'ai été déjà à 2 reprises au Kurdistan, dont une fois avec le président de la République, 24 heures, et j'avais été une autre fois avec Jean-Yves Le Drian. Et on voit bien qu'il y a dans ce pays, compte tenu de l'attitude que nous avons eue très courageuse vis-à-vis du Kurdistan au moment de Daesh, on a déjà un peu oublié tout ça, mais ça a été un de nos alliés les plus solides face à Daesh. Et donc il ne faut pas les laisser tomber. Et donc pour ça, il faut avoir le courage d'y aller, de les soutenir. Notre présence, ma personne, n'a aucune espèce d'importance. C'est l'institution qui est importante, qui est utile. Et donc là, l'idée, c'est de comprendre d'abord quelle est la situation. Elle est compliquée car, comme on l'a bien entendu, il y a des difficultés entre cette région du Kurdistan et l'État irakien lui-même, de graves difficultés. Mais il y a aussi les attentes vis-à-vis de la France. Il nous a été demandé, et ça va être mon devoir de retransmettre ce souhait, il est demandé à la France que l'on les aide à se défendre. Quand nous y étions, puisqu'il y a des manifestations en Iran, vous savez, l'Iran, dès qu'il y a des problèmes en Iran, ils considèrent que c'est les pays voisins qui en sont la cause, et donc ils bombardent. Et donc lorsque nous y étions, il y avait des bombardements qui venaient de la part de milices chiites diverses et variées, et de l'Iran tout à côté. Donc il faut que ces gens se défendent, et c'était mon rôle de bien identifier quels étaient les besoins. Et en tant que président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, c'est notre action, à côté de nos ambassadeurs et d'un consul général au demeurant extraordinaire, d'apporter notre soutien
d'avoir des entretiens officiels et de pouvoir montrer que nous sommes là. Et ce qu'il faut peut-être dire aussi, c'est que la France, par rapport à d'autres diplomaties occidentales, a une influence particulière au Kurdistan. Absolument. Absolument. On a été parmi les premiers à ouvrir un consulat général. C'était du temps de François Hollande. Ça a été très bien apprécié. Il y a des institutions culturelles. Et si vous voulez, comme c'est très loin, on a l'impression de voir tout ça dans un halo. Mais ce sont des civilisations, ce sont des religions qui sont très différentes. Moi, j'ai tenu, par exemple, à aller à ce haut lieu de culte des yézidis. Ouais, on va en parler, hein, on va voir un extrait, mais juste parce que vous dites qu'eux, ils demandent l'aide de la France pour se défendre, mais la France, elle a aussi besoin du Kurdistan, c'est aussi un allié stratégique. Absolument. Une bonne part du renseignement que nous obtenons dans cette région du monde nous vient du Kurdistan, avec lequel nous avons une coopération très étroite. Et on sait aussi que nombre d'attentats ont été fomentés dans cette région du monde. Tout le monde sait que c'est à Raqqa que s'est préparé l'attentat du Bataclan. Donc, il est important qu'on soit... C'est aussi une région très stratégique dans la lutte contre l'État islamique. Absolument, pour la France. Absolument. C'est très important. On va justement parler des Yézidis, hein, puisque dans le reportage, vous montrez à quel point ce territoire a été traumatisé, Jonathan, par la guerre contre Daesh, avec encore des conséquences bien visibles à digérer. Oui, c'est ce qu'on disait à l'instant. On a tendance un peu à oublier, mais en fait, quand Mossoul tombe en 2016, en fait, après, les djihadistes avancent quand même très très vite vers Erbil, la capitale du Kurdistan irakien, et en fait, ils sont stoppés à 30 km, on va dire, à peu près une heure de route d'Erbil. Donc, il y a aussi tout un flot à ce moment-là de déplacés, à la fois syriens, mais beaucoup d'Irakiens surtout. On estime aujourd'hui, depuis 2014, qu'il y a 1,3 million de déplacés qui sont arrivés sur le territoire kurde, ce qui est énorme en proportion de sa population. Je disais 5 millions d'habitants, donc vous imaginez ce que ça représente. Et je me suis rendu notamment dans un camp où il y a toujours des déplacés irakiens. C'est un camp, maintenant il reste 5000 déplacés, mais il y en a eu jusqu'à 70 000 à l'époque la plus critique. Mais c'est quand même des gens qui sont dans des situations de blocage total, à la fois parce qu'ils n'ont plus de ressources, ils n'ont plus d'habitation. Mossoul est en train de se reconstruire, mais beaucoup ont perdu leur maison. Donc ils n'ont plus de travail, il n'y a plus de perspective. Et il y en a aussi, pour des raisons sécuritaires, l'Irak refuse de laisser partir en fait, des camps certains de ces déplacés qui ont des liens avec l'État islamique, qui soient membres d'anciens combattants de Daesh, etc. Donc il y a cette empreinte quand même de Daesh qui est encore très très prégnante sur le territoire kurde. Et on le disait, il y a aussi des cicatrices encore béantes, notamment sur certaines communautés religieuses qui ont été littéralement persécutées, massacrées, comme les Yézidis, qui ont subi un génocide, hein, dit même l'ONU. Et Christian Cambon, vous êtes allé donc dans le lieu saint des Yézidis à Lalèche, et on va regarder un extrait. Passage obligé pour le sénateur, rayonner autour du tombeau de l'un des principaux référents spirituels de la communauté. Autre rite auquel le parlementaire doit se plier, le lancer de linge. Si le tissu reste accroché au rocher, cela signifie que son vœu sera exaucé. Je n'y suis jamais arrivé. Bon, ça me rassure. Toujours avoir un sénateur avec soi. Ces croyances, les Yézidis les ont payées au prix de leur vie. Dès 2014, des milliers d'entre eux sont capturés par Daesh puis persécutés. Selon les ONG, 5000 hommes auraient été tués. Quant aux jeunes filles et aux femmes, 7000 d'entre elles auraient été vendues et réduites à l'état d'esclaves sexuels. L'ONU a qualifié ces atrocités de génocide. À la fois, c'est un lieu empreint d'histoire et on ne peut pas venir ici sans penser au sacrifice et au martyre des Yézidis. Et donc, c'est tout d'abord en signe de respect que je suis là. Les Yézidis, Christian, comme vous dites, la France ne se limite pas à des déclarations de sympathie, elle agit concrètement. Comment on fait pour les aider ? Déjà, on en a accueilli beaucoup. On a accueilli plusieurs centaines de femmes yézidis. Et vous savez que c'est très difficile parce que les hommes ont été massacrés, purement et simplement, ça a été dit, c'est un génocide. Les femmes, les jeunes filles et les petites filles sont tombées en esclavage sexuel. Et la politique actuellement du Kurdistan consiste à les racheter, c'est-à-dire qu'ils payent pour les racheter une par une. Et puis après,
Donc la France a proposé, comme d'autres pays bien sûr, de les accueillir. Il y a notamment une communauté très importante de yézidis à Forbach, par exemple, dans l'est de la France. Alors l'idée n'est évidemment pas de les faire revenir à 5000 km de leur territoire, mais la France doit aider à capturer ceux-là même qui ont mis ces femmes en esclavage, essayer de tout faire par les moyens diplomatiques, les moyens militaires s'il le faut avoir le courage de ces mots, et faire en sorte de manifester notre solidarité. Et je pense que Jonathan en est témoin. Le fait d'y avoir été, vous voyez, c'est toujours la même chose. Le fait d'être présent, c'est pas de la balade, sincèrement. Vous savez, ce sont quand même des voyages qui sont très difficiles, très fatigants. Mais le fait d'avoir pu témoigner de notre solidarité, ils étaient absolument stupéfaits de voir qu'un parlementaire français venait les encourager. Alors moi, j'ai pas évidemment de moyens, j'ai pas de crédit pour acheter ces malheureuses, mais déjà leur dire, on sait ce qui se passe et on va tenter de tout faire. Et Jonathan, en marge de la visite diplomatique de Christian Cambon, vous êtes allé à la rencontre de personnalités de la société civile. On voit une région aux prises à des problèmes internes? Oui, tout à fait. Je suis allé après dans d'autres parties du territoire. Vous voyez dans cette carte. Je suis allé plutôt à l'est aussi, vers la frontière avec l'Iran, dans la deuxième ville du Kurdistan qui s'appelle Souleymanie. Et là, j'ai rencontré des opposants. En fait, il y a deux partis au Kurdistan qui se partagent l'influence sur le territoire, l'influence politique. Et ces opposants, ils racontent de grandes difficultés, en tout cas, à exercer leur liberté d'expression. Ils parlent parfois d'arrestations arbitraires. Ils disent même être surveillés quotidiennement, que leurs téléphones sont écoutés. Enfin, il y a beaucoup de problèmes à ce sujet et ils peinent en fait simplement à pouvoir faire usage de leur liberté d'expression. Ça, Christian Cambon aussi, c'est une question que vous avez pu soulever notamment avec quand vous êtes allé au Parlement du Kurdistan. Racontez-nous ce que vous y avez fait. Effectivement, c'est un souci que moi je porte en permanence dans ces pays où la démocratie n'est pas exactement pratiquée selon les critères auxquels nous sommes habitués. Alors, il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, et il faut voir les progrès qui ont pu être faits, mais systématiquement dénoncer les abus. Et moi, lorsque j'ai pu rencontrer la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale, je lui ai dit clairement que, puisque très courageusement, cette femme a pris justement le parti de défendre la presse dans un pays où il y a beaucoup de contraintes, mais beaucoup de choses qui ne vont pas. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et donc, j'ai rappelé quelle était la position de la France. Et c'est là aussi, où, si vous voulez, notre rôle est de dire, on vous aide, mais aussi aidez-vous vous-même. Et notamment sur le plan des libertés, on sait que ce sont des régions qui ont connu des régimes extrêmement répressifs. Et donc, ces pays, c'est en l'occurrence une région, mais ces pays qui font des efforts, il faut à la fois pointer du doigt là où ça ne va pas, et puis aussi les aider, leur proposer des coopérations. Moi, j'ai proposé à la présidente de l'Assemblée qui fait cet effort et que j'ai au nom du président Larcher, je l'ai invité à venir à Paris pour qu'elle porte son témoignage. Et je pense qu'il faut qu'on les aide. Le Parlement peut organiser une mission, justement, et leur dire que la presse doit être libre, indiscutablement. Et dans ce portrait robot aussi qu'on essaie de dresser de ce territoire, il y a aussi des difficultés d'ordre économique. C'est un territoire qui a beaucoup de richesses, pétrolières notamment, mais il y a des tensions très fortes avec Bagdad, qui est la tutelle du Kurdistan. Donc pour savoir en fait comment on exporte le pétrole, à qui vont les retombées. Donc ça, c'est des questions très compliquées au Kurdistan. Et il y a aussi des inégalités très importantes entre ceux qui vivent aussi du pétrole, de la manne, de l'immobilier aussi qui est florissant. Le salaire moyen, c'est environ $180 par mois et il y a des débouchés très compliqués pour environ 10 000 diplômés par an pour la jeunesse en fait, du Kurdistan qui ne sait pas très bien ce qu'elle va faire de son avenir une fois qu'elle sort de l'université. Et donc, je me suis rendu à Rania, qui est une ville aussi, là encore, très proche de l'Iran, où on a rencontré beaucoup de gens qui étaient dans une impasse, dans cette impasse économique et des familles aussi qui témoignent de proches qui ont tout simplement quitté le Kurdistan parce qu'il y a beaucoup de jeunes maintenant qui migrent et on va regarder cet extrait. À la frontière avec l'Iran, la ville de Rania a connu ces dernières années plusieurs vagues de départ pour le vieux continent. Des histoires souvent tragiques que l'on entend dans les salons de thé du centre-ville. Bahez pleure aujourd'hui la disparition de son frère. C'est la dernière photo que j'ai de lui. Celle-ci a été prise ici, au marché de Rania. Là, on voit son passeport et sa carte d'identité. Voilà, il ne me reste que ces quelques photos.
Barez avait 32 ans. Il est mort sur la route des migrants, à la frontière entre la Turquie et la Bulgarie. Le jeune homme avait un bon diplôme en poche, mais plus aucun espoir de s'épanouir au Kurdistan. Comme n'importe quel jeune du Kurdistan, il aurait pu avoir un bon boulot. Mais il a fini coiffeur. Même s'il était doué, il était reconnu pour ce qu'il faisait à Rania. Mais il n'aurait pas eu d'autre opportunité. Et malheureusement, entre stagner ici et finir au chômage, il a préféré tenter sa chance en Europe. C'est un extrait qui est fort, hein, ça, du reportage de Jonathan. Là aussi, qu'est-ce qu'on peut faire, Christian Cambon ? C'est le drame permanent des réfugiés. Les réfugiés s'en vont parce que les conditions économiques, d'éducation ou de santé ne sont pas encore à la hauteur. Moi, personnellement, je suis assez optimiste sur ce qui va devenir du Kurdistan, parce que le Kurdistan, comme ça a été dit, a des richesses. Il faut simplement qu'elles soient mieux réparties. Maintenant, ce qui concerne les réfugiés, ils tombent tous dans les mains de mafias, de passeurs, d'exploitants, d'esclavagistes. Et donc, certains n'en reviennent pas. C'est le cas que Jonathan a rencontré. Moi, j'étais déjà parti, mais je pense que ce reportage est important sous cet angle. Et donc, il faut montrer la réalité telle qu'elle est et aider ces pays à s'en sortir. Je crois que c'est aussi simple que ça. Pour les Kurdes aussi, une des routes privilégiées, en fait, c'est justement de passer par la Turquie, parce que c'est très facile, en fait, pour eux d'obtenir un visa. Donc, c'est une des, on va dire, des voies les plus empruntées, en fait, pour rejoindre l'Europe. Mais il y en a beaucoup qui échouent à la frontière, voire au péril de leur vie, parfois. Un dernier mot, Jonathan. Et un dernier mot, c'est vrai que c'est quelque chose aussi que j'ai pas traité profondément dans le reportage. On n'a pas le temps de tout dire, mais le Kurdistan rêve de son indépendance aussi, et ça, c'est quelque chose dont on entend parler absolument partout, parce qu'en 2017, il y a eu un référendum à ce sujet. Il y a eu 93% à l'époque de oui à ce référendum, mais qui n'a jamais été suivi des faits, parce que ça a été tellement contesté par la tutelle de Bagdad, qui a vu une sécession de ce territoire, et des pays aux alentours, l'Iran, la Turquie, qui voyaient en fait une déstabilisation très, très grande de leur diaspora, de leur territoire. Ils ont des diasporas kurdes très, très fortes. Et à l'époque aussi, la communauté internationale avait farouchement fait savoir son opposition. Mais le problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas un Kurdistan, il y en a 5. Et vous avez des communautés kurdes en Turquie, en Iran, en Syrie, en Irak, et même bien ailleurs. Et si vous voulez, c'est le résultat de ces découpages insensés qui sont intervenus après la guerre de 14 dans les fameux traités. Et donc, ce peuple qui ne se confond en rien avec ses voisins est dispersé, et en plus ils ne sont pas toujours d'accord les uns entre eux, les uns avec les autres, et donc c'est vrai que c'est une région que nous devons regarder de près, car elle peut de nouveau exploser, mais elle peut aussi connaître un avenir plus favorable. C'est en tous les cas ce que j'espère, et c'était le sens de cette mission. Ouais, on va redire, merci Jonathan, merci pour votre reportage. Il a fait un très beau travail. Et c'est à voir demain sur notre antenne, Kurdistan, un territoire à l'épreuve, demain à 18h sur notre antenne. Du coup, restez avec nous, Jonathan. Il nous reste un petit peu de temps, Christian Cambon. Un mot, puisque Emmanuel Macron sera à Toulon mercredi. Vous l'accompagnerez, je crois, pour présenter les grandes lignes de la future loi de programmation militaire. Qu'est-ce que vous en attendez ? Quelles doivent être les priorités ? Les priorités, ça doit être la continuité par rapport à la première loi de programmation, dont je dois dire ici, avec honnêteté, qu'elle a été respectée. C'est-à-dire qu'effectivement, on va finir cette loi avec 295 milliards, ce qui paraît une somme énorme, mais par rapport à l'éreintement dont les forces françaises ont fait l'objet pendant 20 ans, c'est un effort qui a été fait. Mais ceci n'aurait aucun sens s'il n'y avait pas une suite. Ça, c'est un premier point. Et donc, nous attendons que le même effort soit poursuivi. Mais ce qu'il convient de faire, c'est aussi maintenant de tirer les enseignements, depuis la dernière loi de programmation, de 2 ou 3 événements très importants. D'une part, nos déboires au Sahel, il y a quand même des conséquences à en tirer. Et deuxièmement, l'affrontement entre la Russie et l'Ukraine, la guerre en Europe, qui est en train de changer tous nos logiciels, en termes d'armement, en termes de munitions, je l'ai dit ici à plusieurs reprises, en termes de défense aérienne. Je reparlerai de ces sujets qui sont aussi assez inquiétants pour la France, en termes de coopération européenne face à tout cela. On parle de l'attitude de l'Allemagne, comment ces choses peuvent se régler. Et donc c'est inquiétant parce qu'aujourd'hui, notre armée, elle n'est pas prête à faire la guerre. Et est-ce qu'elle a été affaiblie par les livraisons d'armes en Ukraine ?
Elle a été, elle était affaiblie effectivement. Si demain on devait entrer en conflit, évidemment les armes qu'on a données on les a plus. Ceci posé, je crois qu'il faut maintenant qu'il y ait un travail avec les industriels, puisque jusqu'à présent c'était une industrie de défense, une industrie du temps de paix. Bon, alors brusquement, si vous commandez 20 missiles par an à un industriel, vous ne pouvez pas lui dire « Tiens, le mois prochain, il faudrait en livrer 100 », parce que lui, il a combiné son affaire sur la quantité que l'État lui achète. Mais donc, Emmanuel Macron, la semaine dernière, il était à Bourges, il a demandé aux industriels de produire plus et de produire plus vite. Bon, ça, c'est possible de passer de la parole aux actes rapidement ? Écoutez, pour l'instant, un canon César, qui est notre arme d'élite, si j'ose dire, en matière de bombardement, c'est quand même 18 mois de production. Alors, si on arrive déjà à 12 mois, mais... c'est parce que ce sont des armements très sophistiqués. Si, pendant la guerre de 14, on avait sorti un canon tous les 12 mois, je ne vous dis pas ce qu'on serait pris. Donc, il y a aussi des armes très technologiques. Et peut-être que c'est une des réflexions de la LPM. Est-ce qu'on ne va pas avoir besoin de matériel et d'armement peut-être moins sophistiqués, mais qui puissent être produits en plus grande quantité? C'est une vraie question. Merci Christian Cambon. On suivra ce discours d'Emmanuel Macron et vous y serez très attentifs. Vous serez sur place à Toulon mercredi. On aura évidemment l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Christian Cambon. Merci Jonathan. Merci à Jonathan. Et on redit que son reportage c'est demain 18h. Avec vous évidemment au Kurdistan irakien.